On revient une fois encore sur la Tunisie afin de pouvoir parler un peu du Togo en dernière position de regard croisé ce soir. Cette fois-ci, Firmin Teko Agbo, vous avez votre temps d'antenne afin de... Vous allez me laisser m'exprimer. Oui, bien, vous avez bien. le temps. Allez-y. Si vous êtes béni constant le mot, alors donnez tout votre accord pour que je puisse commencer. Nous allons l'accompagner. Non, merci. Au fait, vous savez, avec ce que la Tunisie vient de connaître, moi, il y a cette phrase de Sarkozy dans son nouveau livre, Les Passions, livre qui vient de sortir il y a déjà quelques semaines. Il dit, si la jeunesse est un grand atout pour la conquête du pouvoir, elle est une faiblesse au moment de l'exercer. Ce qui veut dire en réalité que les jeunes, en réalité, on en a besoin pour conquérir le pouvoir. Mais quand il s'agit de l'exercice, on a besoin des gens beaucoup plus expérimentés. C'est ce que les Tunisiens ont voulu suivre, sauf qu'ils sont allés très loin. Vous imaginez un pays qui vient de connaître une révolution, un chef d'État qui fuit le pays un 14 janvier 2011, et ils ont passé plus de 3 ans avant d'organiser les élections présidentielles, et l'actuel qui est en train de mourir, qui arrive au pouvoir à 87 ans. Vous imaginez un pays qui quitte une situation difficile, une dictature, et on vient le confier à une personne trop âgée. Et regardez, l'âge a joué, l'âge a frappé. Plus de 5 ans après, puisqu'il venait en 2014, 5 ans après, ce président meurt. Tout ça veut dire, en moins de 10 ans, la Tunisie est en train de connaître 2 transitions. Pour un pays qui se cherche actuellement depuis 2011, un pays qui n'arrive pas à se stabiliser. Là, c'est là où moi, si j'ai des pics à lancer à ces dirigeants ou à ce pays, c'est à ce niveau. Regardez même celui qui va assurer l'intérim. Plus de 83 ans. C'est grave. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Si on ne fait pas attention, ce pays va rester instable pendant des années. Depuis que Ben Ali a quitté le pays, il y avait un reportage d'une chaîne internationale que nous avons suivi, mais c'est-à-dire le pays n'arrive pas à se remettre jusqu'à présent. Le chômage, ça ne répond pas à la sécurité, ça ne va pas, les gens n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Sur le plan économique, tout est mort parce que ce pays venait de sortir d'une transition difficile. Et aujourd'hui, on ouvre encore une transition où, au moment où on a besoin d'argent, on va encore aller chercher de l'argent au nom d'une certaine démocratie pour venir organiser les élections. Alors que les gens cherchent de l'argent pour créer de l'emploi, les gens cherchent de l'argent pour subvenir à leurs petits besoins. Moi, je pense que la Tunisie, s'il va falloir chercher encore celui qui va succéder à celui qui est en train d'assurer l'intérim maintenant, il faudra chercher un peut-être beaucoup plus jeune, à 50 ans ou à 60 ans. On a quand même vu certains présidents qui ont il y a une bonne analyse vous avez faite, mais la chute, je ne suis pas d'accord. Il faut remarquer que le président défunt a servi les 2 régimes. Les deux régimes, sous le premier président et sous le second. Voilà, sous Habib Bourguiba et puis Ben Ali. Il était là. C'est quelqu'un qui a été bâti par ces 2 régimes qui se sont succédés. D'ailleurs, je pense que ça a pesé lourd dans le choix qui a été porté sur lui pour être président. Parce que là, le pays avait besoin de la stabilité. Et il incarnait vraiment cette stabilité par rapport à sa maturité et par sa longue expérience dans les arcanes politiques du pays. C'est ça qui a fait que le pays a connu la stabilité au lendemain du printemps arabe. Mais là, aujourd'hui, son décès et les élections anticipées, bon, au fait, on ne fait qu'avancer puisque les élections étaient déjà prévues pour le mois de novembre. On ne va pas chercher trop loin avant de trouver les moyens d'organiser ces élections. Vous l'avez dit, oui, il faudrait désormais que la Tunisie s'ouvre à un système d'économie dynamique, en laissant passer un président assez visionnaire, assez jeune. Je ne dis pas adolescent, assez jeune, pour voir de très près quelqu'un qui a besoin de se faire un homme. Là, on va sentir un certain dynamisme, on va sentir une prise en compte des nouvelles donnes mondiales pour que la jeunesse puisse se retrouver et donner le meilleur d'elle pour que le pays puisse avancer. C'est très important. Qu'est-ce qu'on peut finalement souhaiter pour la Tunisie? Une stabilité, la stabilité, parce que tel que Moula dit, je crois que c'est un élément également à soulever, parce que
le président de feu aujourd'hui, il a servi les deux régimes, comme il a dit. Il était sous Bourguiba et sous Ben Ali. Donc, ils étaient dans une logique de continuité. Et là, on a vu que le monsieur a assuré au moins une certaine stabilité. Parce que sorti donc de ce printemps arabe-là, le monsieur a su quand même s'est construire, du moins les problèmes, les maux politiques donc, du pays. Bon, jusqu'à son décès aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a eu quand même une stabilité politique. Il n'y avait pas trop donc d'anécroches, d'invectives entre les partis. Mais sauf que c'est un pays aussi où la jeunesse peine aussi à s'affirmer. Vous savez, en politique, ce n'est pas parce que les vieux sont là et qu'on veut nécessairement que les jeunes arrivent. Donc, je crois que les jeunes doivent se batailler pour assurer également leur place. Donc, espérons quand même que au niveau donc des candidatures, il faudrait quand même avoir au moins des présidents beaucoup plus jeunes, parce que moi je le souhaite véritablement, parce que si vous prenez sur le plan mondial aujourd'hui, vous verrez que des jeunes, ce sont des jeunes qui sont aujourd'hui à la tête de l'État, de 30 ans jusqu'à, je sais pas. Ne va pas loin. Il faut dire, si le président Faure n'avait pas été jeune, nous n'aurions pas connu les avancées notables dans le pays. On va passer. En 2005, Macron aussi, c'est sa jeunesse qui a permis d'avancer. Si c'est un vieux qui avait succédé au président, au feu président, je veux véritablement qu'on ait un président jeune, mais qui vienne quand même. Merci Lemou, merci Denis. Merci. On passe justement au Togo. On va évoquer. Non, je crois merci. On passe au Togo municipal, vote partiel dans 5 communes le 15 août prochain. Philippe, t'es quoi, Bob? Oui. Je pense que c'est... Attends, qu'est-ce qui n'avait pas marché dans ces régions-là? Non, peut-être il y avait, par exemple, pour Wawa, je pense qu'il y avait de petites irrégularités. Il y avait un point souci entre le député Obekou par rapport à l'emblème de son parti. Il y avait aussi un certain Pisa. C'était une affaire qui avait été rendue publique, dont la Cour a tranché, peut-être la Cour a jugé qu'il y avait une certaine irrégularité et qui entachait ce scrutin-là. Bon, c'est le fait que la Cour ait tranché comme ça, pour moi, c'est une avancée démocratique, parce que on pouvait dire la CENI envoie les résultats chez les juges de droit qui constituent la Cour suprême, et la Cour suprême ferme les yeux, juste dit elle valide tout ce que la CENI a envoyé et proclame. Mais ça n'a pas été le cas. La Cour suprême a pris tout son temps et a étudié cas par cas et a déclaré certaines ou a annulé le vote dans certaines communes. C'est une avancée démocratique. La deuxième chose, c'est que ces élections en réalité ne vont apporter en réalité aucun changement fondamentalement par rapport aux résultats. Uni est déjà à plus de 870, peut-être 878, l'ANC à 131, n'est-ce pas, la C14 129, et en plus d'autres indépendants, peut-être c'est 2, 3, 4, 5 conseillers qui vont peut-être s'ajouter à d'autres listes là. Donc les grands résultats sont déjà connus. Ceux-là qui arrivent, il n'y aura pas grand, ne vont pas fondamentalement impacter. Quand quelqu'un déjà, ou un parti a déjà 878, et que peut-être si on fait encore, on ajoute 10 à ce parti-là, ça fait peut-être 888, peut-être l'écart va être encore trop grand. Moi, pour conclure toujours cette question-là, parce que ça fait déjà longtemps qu'on me pose ces mêmes questions, avec ça, avec ce qui arrive, et ce que nous avons déjà 2020 plié pour unir. C'est vous qui le dites. Oui, Sylvestre Denis, sur la même question. Non, moi je crois qu'ils ne sont aujourd'hui que il ne reste que 63 conseillers municipaux à élire. Donc on sait que sur le résultat final, en ce qui concerne donc du moins le choix entre les partis, on sait que pour l'instant Unir est en tête donc du peloton. Unir sort quelque peu gagnant de ce scrutin. Quelque peu gagnant. Oui, disons quelque peu 800 gagnant. Et quelques, c'est oui, pas aussi... Oui, justement. Et moi, je veux dire que lorsque, je sais pas, un grand dit qu'il a gagné devant un faible, c'est pas une victoire à célébrer, voyez-vous. Donc, et puis, entre-temps, il y a aussi quelques irrégularités, mais bon, oublions, l'essentiel, c'est que, au moins, nous sommes arrivés donc à avoir, pour la première fois, dans l'histoire donc de notre pays, une première élection communal multipartite, parce que à l'époque il n'y avait que ceux donc du parti présidentiel qu'il faut désigner et tout. Maintenant où
au moins on a une pluralité donc de partis politiques. Maintenant, on connaît un peu le paysage, mais sauf que la présidentielle, c'est autre chose. Donc, il ne reste qu'à demander quand même à la CENI de mieux organiser ces élections-là pour que on ne revienne pas nous dire encore qu'il y a eu des irrégularités. Mais sauf que dans Haouti, je crois que le vote a été annulé du fait donc des conflits ethniques entre les Ngaga et les Tchokossi. Donc il faudrait véritablement aussi qu'on arrive à assumer la sécurité dans cette localité-là pour que le vote se déroule paisiblement et que le résultat soit connu de tous et surtout que la vérité des urnes soit respectée. Maintenant, ensuite, concerne le fait qu'une IRA 800 quelque chose et que la présidentielle est pliée, non, moi je dis non. On n'est pas encore à ce niveau. On va revenir. Sylvestre, il voulait me lancer une pique. Je vais également par là. Merci de garder le silence. Constant, les mots. Je pense que le pays ayant opté pour la communalisation intégrale, il est normal que dans les 5 communes où soit les élections n'ont pas eu lieu ou le scrutin a été annulé pour des irrégularités, là c'est Wawa 1 et puis Zio 4 je pense, et les 3 autres... Il y a Abbé, il y a Bassar et Oti. Voilà, ça là c'était des raisons techniques qui ont empêché que le vote ait eu lieu le 30 juin. Ce qui est sûr, les résultats de ce scrutin partiel ne vont pas modifier grand-chose sur la répartition, ou du moins les forces en présence sur l'échiquier national. UNIRA déjà au moins 80 communes sur les 117 garanties, parce que là, UNIR n'aura pas besoin d'alliance pour faire élire ses conseillers maires, alors que la courte avance enregistrée par l'opposition radicale, notamment l'ANC, quelque peu la C14, c'est à peu près dans une vingtaine de communes, mais dans aucune commune, aucune tendance politique radicale n'a obtenu la majorité absolue pour s'imposer. Ces partis doivent nécessairement négocier les alliances avec les indépendants ou bien d'autres partis qui ont obtenu quelques sièges pour s'assurer gagner peut-être quelques mairies. Bon, ceci, de façon empirique, je me dis... Ce n'est pas forcément la victoire du parti au pouvoir, comme votre collègue l'a dit dans son analyse. Ce n'est pas une victoire du parti au pouvoir, mais c'est une défaite. C'est plutôt une défaite de l'opposition. L'opposition a démissionné tout simplement devant ses responsabilités politiques. Devant le combat, l'opposition a démissionné et le parti au pouvoir n'a fait qu'avancer sans combat sur le terrain jadis conquis par l'opposition et qui est délaissé aujourd'hui. Nous n'avons pas la prétention de désarmer l'opposition. Plutôt, elle est venue elle-même démontrer au cours de ces élections locales que le parti au pouvoir faisait du bon travail, puisque jusque-là, les élections, personne n'a critiqué avec véhémence. Et puis, les résultats tels qu'ils sont sortis n'ont pas été véritablement contestés. Pas du tout. Et là, ce sont des erreurs graves de 2017-2018 qui vont peser très lourd pendant longtemps dans le combat politique en ce qui concerne l'opposition. Firmer en disant que c'est plié pour unir pour 2020, il n'a pas menti, rien. Je ne vois pas encore. Il a bien prédit. Il a bien prédit. Je ne vois pas encore par quel miracle l'opposition radicale pourrait inquiéter le parti au pouvoir aux élections de 2020. Ce sera très, très, très difficile. Avec la mise en place des mairies, je pense que ce serait très difficile pour l'opposition radicale de titiller véritablement un candidat du parti au pouvoir. On a comme l'impression que ces locales ont suscité beaucoup plus d'engouement. On dit législative, il faut laisser ça de côté. Et carrément, on a vu tous les acteurs politiques qui étaient sur le terrain. Ils ont battu campagne, mais on a comme si c'est plié comme vous l'avez dit.
le résultat est là, on se dit, mais le vrai visage de chaque acteur politique, maintenant, on l'a vu. Oui, le vrai visage de chaque acteur politique, on l'a vu. Et personne, Constant Lemoule a dit, personne n'a critiqué avec véhémence, personne n'a sorti des preuves et affiché devant les caméras pour dire, on nous a volé. Regardez, je m'amuse souvent avec ces résultats. Quand vous prenez par une qui a 878, et peut-être la C14 qui dénonce certaines irrégularités. Bon, si on a volé quelques conseillers à la C14, combien? Vous voyez comment l'écart est grand. Comment la C14 va arriver à justifier, à apporter toutes ces preuves-là. Ça veut dire simplement que dans la transparence, on les a gagnés. On a gagné proprement l'opposition togolaise. Vous savez, si c'est les législatives de 2018... Dans la foulée, il y a d'autres qui ont émergé quand on prend un peu peut-être le parti Bâtir. Il y a Bâtir qui est... En 6 mois... En 6 mois, il a fait... Non, Bâtir, c'est uni. Non, mais vous... Écoutez, en tout cas, juste voir les personnalités qui composent ce parti. Ce sont les indépendants unis. Moi, je n'ai pas la prétention. Je n'ai pas la prétention. Moi, je n'ai pas la prétention d'aller dans le collège de Bâtir. S'il va se bénir à cette prétention, moi, je n'en ai pas encore pour le moment. Mais juste dire, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Vous savez, le fait que, pour moi, à mon sens, le fait que la C14 ou l'opposition dite radicale n'ait pas participé aux législatives de 2018, moi, je m'en suis félicité. Moi, ça m'a fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils se sont tués eux-mêmes. Pendant longtemps, ils ont contribué à l'enracinement du système. C'est ce qu'ils ont encore fait en 2018. Et le fait qu'ils... Sylvestre, ça fait plaisir. Regardez, je termine mon analyse. Et regardez, cela a permis à beaucoup de jeunes d'émerger. Regardez aujourd'hui, Djeri Tama, le net, est arrivé à avoir 33 conseils municipaux. Djeri Tama seul. C'est une bonne chose pour l'avancée démocratique. Regardez, Bâti, qu'on ne connaissait pas, en 6 mois, a réussi à avoir quelques conseils municipaux. Je pense que c'est une avancée démocratique. Or, c'est l'idée de... On a connu des jeunes députés. Des jeunes députés. 28 ans. C'est comme Sarkozy qui devient maire à 28 ans. Merci. On va écouter Sylvestre Béni sur la même... Des gens étaient crédités de sièges. On fait quand même des sièges à ces députés. Je vais juste vous dire ce que la... Je vais juste vous dire. Non, vous n'avez pas je vais t'apporter la preuve par cette déclaration-là. Lorsque l'ancien président togolais, je parle de Abbas Bonfo, lorsqu'il dit que le parti dont vous évoquez, le NET, qui dit que dans sa localité, le NET ne peut jamais avoir un député et que ça, c'est un arrangement. Or, c'est un monsieur du parti au pouvoir. Si je le prends au mot, je vois qu'il n'y a eu que des arrangements. Voyez-vous? Et c'est la preuve. Maintenant, je vais tout à l'heure donc me fonder également sur les chiffres parce que tout à l'heure Firmin disait qu'il aime quand même s'amuser avec les chiffres. On va faire également de même lorsque vous prenez le pourcentage de ces élections locales-là, c'est-à-dire le taux de participation ou l'abstention. On parle du taux de participation de 52%. Donc, il y a au moins plus de 48% donc, de Togolais qui n'ont pas voté. Or, lorsque vous savez, dans notre système aujourd'hui, ceux qui ne vont pas voter sont naturellement acquis à l'opposition. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens n'ont pas quand même, du fait donc des divergences au sein de l'opposition, du fait donc des conflits d'intérêts ou des guerres intestines et byzantines entre l'opposition, il y a quand même ça envoie des signaux, de mauvais signaux donc à certains militants qui restent à la maison. Est-ce que je vous pose cette question? D'accord, quand vous n'avez pas la carte d'électeur, est-ce que vous pouvez voter? Non, vous savez, ça justement, c'est un problème que vous évoquez. Et la dernière fois, je crois que ils ont appelé leurs militants à aller quand même se faire établir cette carte-là. Mais vous avez vu également comment est-ce que le recensement ou la révision des listes électorales a été faite pour ces élections locales-là. Vous avez vu, on a passé au moins plus d'une semaine à enrouler ne serait-ce que 300 quelque chose togolais. Donc il y a également ces faits-là. Mais sauf que les 48% qui sont là et qui n'ont pas encore décidé. Or, dans les 52% qui ont voté et que UNIR a aujourd'hui 800 quelque chose, si
s'il trouve encore des militants de l'opposition. Maintenant, quand ces 48 là vont décider donc de voter, vous conviendrez avec moi que l'opposition prendra nécessairement l'avantage. Maintenant, il suffit. Maintenant, au leader de l'opposition... C'est votre analyse. Hein. Non, je dis... oui, c'est mon analyse. C'est moi qui parle, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il suffit juste à l'opposition d'offrir. C'est-à-dire, il suffit de changer de l'offre politique et vous verrez que ça va prendre comme si des roulettes. Pour l'instant, les gens sont indécis. Les gens ne voient pas l'avenir. Donc, ils veulent juste un nouveau déclic et vous verrez que ça va marcher. Merci Sylvestre. On va écouter Constant Lemou sur la question afin de... Bon, vous aurez le temps juste après. Oui, bon, ces calculs, ça, c'est trop facile, ça. 52%, les 52%, ce n'est pas pour le parti au pouvoir seulement, y compris l'opposition. Les 48%, justement, c'est ce que j'ai dit. Les 48%, ce n'est pas pour l'opposition. Détrompez-vous. Parce que j'attire votre attention que nous n'avons jamais obtenu plus de 80% de taux de participation depuis 2005. Nous n'avons jamais atteint 80%. Alors, faites la déduction. 48. Pardon. Non, on va l'écouter. Je suis en train de vous éclairer dans vos calculs. Non, allez-y. Oui. Non, pas m'éclairer. Faites la différence, 48%. Vous le faites vous-même et vous me donnez le résultat. 48% et 25%. Parce que, traditionnellement, le taux de participation le plus élevé, c'était en 2013. Et nous avons atteint 70%. 30% traditionnellement ne votent pas. Alors, 48% moins 30%, il reste 18%. Alors peut-être c'est 18% qui reste encore à l'opposition. Mais ce n'est pas sûr. Parce que même les partisans du parti au pouvoir, certains considéraient que ces élections, c'est une formalité. Ils ne trouvent plus la nécessité d'aller voter. Dans les 18%, je vous assure... C'est non, mais on va permettre Sylvestre, merci de garder le silence un instant. Vous n'avez pas la parole. Tel que vous l'avez dit, je suis en train de le dire. Oui. Je suis en train de le dire. Si tu le permets rapidement. Non, pas du tout. Non, un instant. Je ne te permets pas dans la mesure où vous avez fait plusieurs affirmations assez gratuites. Oui. Non, pas gratuites, justement. Oui, c'est là où j'allais venir. On replace autrement le décor. Prenez juste le Sylvestre, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas assez la parole. Et ni Firmin aussi. C'est votre collègue. On écoute d'abord. Voilà. C'est votre collègue Samuel Niaoui qui a fait une très belle analyse en montrant que le parti au pouvoir a un électorat stable. Bah, il a précisé qu'il a chuté. S'il vous plaît. Non, vous parlez de ça. Je n'ai pas terminé. Quel que soit le taux de participation, il faut garantir 35% des votants au parti au pouvoir. Ça, c'est une analyse depuis 2010 jusqu'en 2019. C'est une analyse qui a couvert depuis 2010 jusqu'en 2019. Alors que, au niveau de l'opposition, c'est une instabilité totale. Non. 2013, à près de 1,2 million votants pour l'opposition, en 2019, on est à peine à 600 ou 700 000 votants pour l'opposition. Ça veut dire que l'opposition a un électorat très instable, contrairement au parti au pouvoir. Merci, Constant. Alors, au fur et à mesure que l'opposition recule, c'est évident que le parti au pouvoir recule. Non, je ne vous le permets pas. Permettez que moi, si je parle. Non, un instant. Non, je ne vous le permets pas. Vous n'avez pas encore la parole. On va écouter Firmin sur la question et puis je vous reviens. Permettez, parce que Sylvain Bini a sorti, je ne voudrais pas parler de substantif, mais il a parlé de l'offre politique. C'est un vocabulaire. On a en plus 2 minutes. Oui, l'offre politique, que l'opposition revoie son offre politique. L'opposition togolaise depuis 1990 n'a pas d'offre politique. Moi, je pense que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils le sachent. L'opposition Togo, le problème du Togo, si nous n'avons pas réussi à construire une opposition véritable, pouvant constituer une alternative crédible face au pouvoir, c'est parce que cette opposition n'a jamais eu d'offre politique. C'est votre version des faits. Cette opposition n'a jamais eu d'offre politique. Donc c'est pour cela que cette opposition, c'est comme on dit à Jésus,
C'est comment dire, est-ce que quelque chose de beau, de bon petit minute Mathieu, nous n'avons pas assez de temps, rapidement. Si je rapidement. Donc, sachez que rien de bon ne peut venir de cette position-là. C'est l'émergence d'une nouvelle phase de position. C'est ta conception de la chose. Rapidement, je pense juste les déclarations de Constant. Quand il me dit que UNI a gardé quand même son électorat, c'est lui qui le dit. Hein. Ce n'est pas moi. Vous avez dit, vous avez lu l'analyse. Vous avez cité tout à l'heure Samuel. Nous avons tous lu l'analyse. Comment entrevoyez-vous que UNI a encore de l'électorat parmi le pourcentage des abstentionnistes? Ça veut dire que vous dites une chose et c'est contraire. Ah non, maintenant, là vous n'avez pas suivi. Non, ce que je dis, c'est que vous n'avez pas suivi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que le pouvoir en face est également une offre politique. Non, il n'y a rien. Parce que les gens qui sont là, c'est toujours du retour. Ils gagnent. Non, ils ne gagnent pas. Ils n'ont jamais gagné des élections proprement dans ce pays. Là, c'est un dernière fois. J'ai écouté une militante de UNI qui disait, je vais juste le dire, qui dit que on sait que quand on vote UNI, vous gagnez. Vous gagnez, mais vous faites Constant les mots, Sylvestre Béni, vous avez assez parlé. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut pas que Sylvestre Béni nous trompe. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vous trompe pas. Écoutez, regardez. C'est la réalité. Je vous donne un petit exemple. Il n'a pas une offre politique du pouvoir aujourd'hui. Légendaire. Je vous dis, la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.